Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Aujourd'hui, l'épisode Banous va parler de SIA, avec notre invité Mathieu Ceccarelli, expert acquisition indépendant et spécialiste de l'outil Google Ads. Avec lui, nous allons d'abord reprendre les basiques du SIA, puis nous allons essayer de comprendre pourquoi Google devient de plus en plus une black box. Et enfin, nous allons essayer de répondre à la problématique suivante, comment optimiser ces campagnes SIA. Alors restez bien jusqu'à la fin de l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Mathieu, merci beaucoup pour ta participation à ce podcast Banous. Est-ce que tout d'abord tu peux te présenter s'il te plaît ? Ouais, alors d'abord merci à tous les deux pour l'invitation. Je suis ravi de pouvoir partager et de parler de ce sujet. Pour me présenter, donc je suis Mathieu Ceccarelli. J'accompagne depuis plus de 8 ans des startups et des grands groupes dans leur acquisition digitale. Je travaille notamment avec des entreprises comme Conto, Sendinblue, Bankin, Cityscoot ou encore Psychologie. Pour préciser le sujet d'aujourd'hui, en SEA, chaque mois, je gère ou supervise pour un budget d'environ 1 million d'euros. Merci beaucoup Mathieu. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que les Google Ads, s'il te plaît ? Ouais, alors Google Ads, c'est la plateforme publicitaire de Google. Donc c'est la plateforme sur laquelle les annonceurs, donc les entreprises ont un compte, font leur publicité, diffusent leur campagne et dépensent en fait leur argent. On va dire qu'il y a plusieurs catégories de produits. Il y a la partie search qui aujourd'hui représente quasiment 60% du revenu de Google encore. Ensuite, tu as tout ce qui est display et tu as également YouTube et par ailleurs aussi tout ce qui est installation d'applications mobiles qui sont aussi accessibles sur la plateforme. Voilà, donc c'est une bonne, on va dire, bonne partie des revenus de Google, puisque sur les, je crois, 160 milliards annuels faits par Google, il y en a quasiment les 2/3, voire 3/4 qui sont qui sont via Google Ads, quoi. Ouais, Mathieu, merci pour cette intro là sur Google Ads. Effectivement, c'est un outil qui est incontournable aujourd'hui pour les annonceurs, pour capter du trafic, pour faire des conversions. Et récemment, c'était mi-septembre, Google a un peu mis le feu aux poudres. Alors, je sais pas si c'est le bon terme, tu nous expliqueras, en annonçant limiter les rapports sur les termes de recherche. J'ai l'impression que ça a mis un peu le marché dans l'inconfort et puis les spécialistes Google Ads un peu dans l'inconfort et ça traduit, semble-t-il, finalement un peu les orientations que Google va donner à son système publicitaire. Comment t'as perçu, toi ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe par rapport à ça ? Ouais, c'est exactement ça. C'est un peu une onde de choc dans le secteur du SEA pour pas mal de spécialistes. Pour préciser ce qui s'est passé, en fait, historiquement, quand tu achètes des mots-clés, tu vas avoir des clics sur ton site et donc depuis toujours, Google fournissait ce qui s'appelle le rapport de termes de recherche, c'est-à-dire que pour chaque clic que tu payais, tu savais quel était le terme de recherche qui était derrière ce clic. Ce qui donnait un certain nombre d'informations et permettait de vraiment bien qualifier son trafic et les termes qu'on achetait. Et l'annonce qu'il y a eu mi-septembre, Google a annoncé qu'en fait qu'ils allaient réduire, pour des raisons de confidentialité, les requêtes qui ont peu de volume n'apparaîtront plus dans le rapport de termes de recherche. Ce qui fait qu'on peut redouter que ça soit plus 90% des termes de recherche qui remontaient, mais 60%. Alors, en fait, pourquoi c'est un problème ? Le rapport de termes sur des termes de recherche, c'est ce qui est essentiel pour affiner en fait sur quel terme on positionne les annonces quand on est annonceur, et notamment pour faire des exclusions. Donc, si jamais on voit des termes de recherche qui sont pas souhaitables, par exemple, toi, tu vends un produit où t'as pas d'offre gratuite, ou par exemple, tu découvres qu'il y a beaucoup de requêtes qui sont logiciels de comptabilité open source, logiciels de comptabilité gratuits. Et très fréquemment, on rajoute des termes en exclusion comme gratuit, comme open source, pour éviter ce trafic qui n'est pas souhaitable. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on découvre ? C'est que y a une partie des termes de recherche dont on connaîtra pas l'info. Juste pour préciser,
L'idée de dire que c'est pour des raisons de confidentialité n'est absolument pas faux. C'est même assez pertinent. Pourquoi? Parce que si jamais tu es capable individuellement, c'est toujours le souci en fait en tracking, de reconnaître qui est la personne, en fait tu vas pouvoir savoir qu'est-ce qui est. Enfin, en gros, si toi sur ton site t'analyses ton trafic, tu vas pouvoir connaître un peu qui est la personne et quel terme de recherche elle a tapé. Par contre, ce qui est plus contestable, c'est jusqu'où s'arrête la confidentialité. En fait, pourquoi il y aurait une confidentialité sur les termes de recherche et pas sur les mots-clés ou sur le device. Enfin, voilà. Et tant qu'en fait, on peut pas passer encore le mot-clé, voilà, je trouve que Google va peut-être un peu noyer ça sous l'argument confidentialité, alors que, en fait, s'il applique strictement la règle, ça pourrait être beaucoup plus rigide, quoi. Mathieu, juste une précision, quand tu évoques le fait que du coup toi tu n'as plus 100% visibilité sur les termes sur lesquels tes annonces sont positionnées, est-ce que ça veut dire que Google va positionner sur ton annonce sur des termes sur lesquels tu n'avais pas choisi ou juste les termes que tu avais choisis mais il va pas te remonter toutes les informations? Voilà, il va pas te remonter toutes les informations. Donc tu ne sauras plus si par exemple il y a certains termes sur lesquels il te positionne, tu vas pas plus pouvoir les filtrer, enfin éliminer rajouter des mots-clés négatifs parce qu'en fait tu sauras même pas en fait, donc tu auras pas l'info. Et en fait en fait cette annonce, pourquoi c'est aussi un petit peu un choc assez important, parce que il y a depuis pas mal de temps un débat sur la direction que prenait Google et notamment avec les stratégies de smart bidding, donc c'est des enchères dites automatisées qui permettent d'accompagner la gestion des enchères. Et en fait, je crois qu'avec cette annonce, en fait, la plupart des annonceurs et des spécialistes se sont surtout rendus compte que, en fait, c'était pas un débat d'automatisation, c'est un débat de transparence ou non. Bon, on peut presque comprendre de Google dans le cas où ils voudraient reprendre la main. Ils invitent à utiliser un mode finalement automatisé pour reprendre le contrôle en quelque sorte de leur techno. Mais pour être exhaustif, est-ce que tu peux nous faire un bref récap des évolutions sur les dernières années? Alors, il y a 2 ans, en 2018, donc quand on achète des mots-clés sur Google, il y a une définition. Donc, pour les personnes qui s'y connaissent, on parle de broad match modifier, expression exacte, mot-clé exact, avec toute une nomenclature précise. Et il y a 2 ans, Google a fait sauter ces définitions. Donc, par exemple, quand tu achètes un mot-clé exact, tu peux te retrouver avec des synonymes. Je te donne un exemple. Quand tu achètes un mot comme logiciel emailing, maintenant, tu peux trouver dans tes termes de recherche des clics de gens qui ont tapé logiciel email, ce qui est complètement différent. Donc, cet élargissement de la définition des mots-clés qui va en plus s'ajouter au rapport des termes de recherche qui est de plus en plus masqué, enfin qui va être de plus en plus masqué, c'est quand même relativement, ça rend les choses de plus en plus opaques. Ensuite, ça fait aussi depuis 2018 qu'on voit apparaître de plus en plus de campagnes qui sont un peu black box, tu vois. Donc il y a les campagnes UAC pour la promotion des applications mobiles dans lesquelles les annonceurs mettent un budget, mettent leur appli, écrivent quelques annonces et un ciblage géographique et ensuite Google se charge de tout gérer. Donc il n'y a pas de ciblage de mots-clés, il n'y a pas d'exclusion de mots-clés négatifs, sauf si tu appelles le support Google. Entre parenthèses, c'est un peu bizarre de fonctionner comme ça. Et voilà, donc c'est un format de campagne qui pourrait être ce à quoi ressemblera demain les campagnes de search. Donc tout ça, c'est une question, je ne sais pas vraiment. Mais voilà, en tout cas, c'est un format sur lequel il n'y a pas d'exclusion possible. Donc, tu peux pas exclure ta marque, tu peux pas exclure gratuit, comme je le disais. Donc tu sais même pas sur quoi tu diffuses. Après, il y a les campagnes DSA, les campagnes intelligentes. Sans rentrer dans le détail, c'est des campagnes qui vont venir faire le boulot de ce que font une partie des experts SEA. Ensuite, il y a autre chose ce qui s'appelle c'est l'appellation low search volume, c'est que tu as de plus en plus de termes, de mots-clés que tu achètes qui vont tomber dans cette catégorie. Et ça vise à quoi? Ça vise à remettre en cause les stratégies habituelles. C'est-à-dire qu'il y avait un compte SEA, c'était en général géré avec une certaine granularité. Donc, tu faisais des groupes d'annonces dans lesquels tu avais des mots-clés assez spécifiques et tu pouvais gagner en précision dans chaque groupe d'annonces pour avoir le bon message sur les bons mots-clés. Et là, en fait, sur les mots-clés qui ont peu de volume, tu ne seras plus diffusé. Donc, tu es obligé de dégranulariser, donc tu repackages un peu tout ça. Et ce qui fait que le modèle à l'ancienne est aussi fortement, entre guillemets, perturbé avec ça. Et enfin, le dernier point, c'est le push pour le smart bidding.
Alors, le smart bidding, c'est pas un truc qui est nouveau, hein, c'est un truc qui date de 2010. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut un peu contextualiser l'approche automatisée, parce que c'est pas nouveau. Et je pense qu'il y a eu des améliorations, mais ça fonctionne déjà depuis quelques temps. Mais c'est surtout la volonté, à travers des appels des account managers, des messages récurrents, des notifications qui disent qu'il faut passer en CPA cible. Il y a une vraie volonté de sortir du système d'enchères manuelles. Si j'étais un peu provoque, je me dirais que finalement, les agences, les spécialistes Google Ads ont évangélisé pendant des années le produit et que finalement maintenant, Google rend de plus en plus les choses automatiques et qu'ils ont juste à dire à l'annonceur, écoute, tu n'as même plus besoin d'un tiers, il suffit de mettre ton numéro de carte bleue et de lancer la campagne et nous, on va aller chercher les leads ou les ventes directement avec la plateforme. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, c'est exactement la question qui revient régulièrement et qui est de se dire en fait est-ce que le métier de SEA il est plutôt remis en cause. Donc par rapport à ce que tu dis, ça voudrait dire qu'on s'oriente vers deux choses. Le premier niveau, on peut se dire que c'est Google qui en SEA va élargir les requêtes. D'accord, donc tu pourrais apparaître sur davantage de requêtes. Après, une deuxième étape, ça pourrait être carrément, et ça se voit, et je parlais des campagnes intelligentes, il y a déjà ça, tu n'es plus que sur la barre, que sur les annonces Google, mais tu vas être aussi sur du Gmail, sur du display et sur du YouTube. Donc, il a une approche globale, c'est-à-dire que comme tu as les placements sur Facebook, tu aurais YouTube, Gmail. Là, le problème, c'est que est-ce que demain, Google peut pousser le truc jusqu'à t'empêcher d'aller exclure certains réseaux, enfin comme le YouTube ou comme le Gmail. Donc ça, il y a une vraie question. Après, concernant le métier du SEA, je pense que c'est une réflexion qui est, moi ça fait 4-5 ans que je suis à mon compte. Je pense que ça va être encore plus opaque qu'avant. C'est-à-dire que là, tu demandes à un mec de comprendre, un annonceur qui commence de comprendre le smart bidding, je suis pas sûr qu'il capte tout. En plus, il faut que le tracking des conversions soit quand même assez bien en place. Donc, moi, je croyais vraiment que j'allais plus du tout faire de SEA au bout de quelques années. Et en fait, ça devient, moi, je crois que ça devient encore plus ésotérique, tu vois. Et si on fait le parallèle avec le SEO, finalement, le SEO reste très black box. Et en fait, il y a toujours des experts. Donc, pour ce qui est de mon métier, je ne pense pas qu'il disparaîtra. La question, c'est jusqu'où Google va aller dans le côté black box, mais il faudra toujours des personnes. Et là, alors, c'est aussi une conception de l'intelligence artificielle. Si on regarde bien comment l'intelligence artificielle est pensée demain, pour tout, pas que Google, c'est pas je me mets en bas et j'attends que les trucs tombent et que ça me donne mes résultats. Les métiers de demain, c'est de l'accompagnement de l'intelligence artificielle. Donc, les métiers du SEA, ça sera encore plus de comprendre les rouages, de comprendre le fonctionnement, parce que justement, il y a un risque fort que les annonceurs, en fait, ils le délaissent encore plus. Et du coup, ça rendra le truc relativement, peut-être encore plus technique, quoi. Ouais, Mathieu, si on regarde un peu l'évolution d'ailleurs de l'achat média publicitaire au sens large, que ce soit dans la programmatique, que ce soit sur Facebook également, aujourd'hui, les gens de Facebook nous ont dit il y a quelques jours, ils nous ont dit faites des ciblages larges. Laissez l'algorithme travailler et vous allez voir que l'algorithme aura de meilleurs résultats. Donc, alors ils ont peut-être pas les mêmes techniques pushy que peuvent avoir Google en ce moment, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, mais ils nous essaient de nous montrer par A plus B qu'effectivement il faut utiliser les audiences similaires, utiliser les audiences personnalisées, finalement arrêter d'avoir cette granularité de campagne que t'évoquais aussi sur le côté SIA tout à l'heure, et ça marchera mieux parce que finalement vous donnez du reach à l'algo, vous l'alimentez avec la bonne data, avec un pixel qui est bien paramétré, où vous alimentez le maximum de données, et c'est comme ça que vous allez avoir de la performance, qui permet de rendre accessible, entre guillemets, à premier niveau, les performances publicitaires pour des novices, pour la long tail qu'évoquait Laurent tout à l'heure. Ouais, Mathieu, c'est en fait Laurent parlait d'évangélisation et après, en gros, maintenant on passe en mode black box. Mais alors, du coup, la question c'est quand même qu'est-ce qui donne aussi de la valeur aux inventaires. Je pense que toutes ces plateformes et alors plus spécifiquement le SEM, mais le ciblage donne une valeur précieuse. Je pense que Criteo en est le meilleur exemple. Pourquoi les espaces publicitaires de Criteo étaient
mieux cliquer, parce qu'il y avait un ciblage qui était ultra précis et même les visiteurs. Mais quand tu commences à vouloir élargir, bah, en fait, tu te rends compte que fondamentalement, en fait, la question c'est quelle est la qualité de l'inventaire. Au final, c'est ça, ces plateformes, elles vendent de l'inventaire. Google, quand tu regardes ce qu'il y a aujourd'hui qui convertit, tu vas avoir le SEA. Le SEA, c'est un canal avec une intentionnalité qui est extrêmement fort. Moi, je suis un énorme partisan du SEA quand c'est nécessaire, mais pour certains annonceurs, c'est pas utile. Tu vois, il y a des business où les mots-clés sont pas tapés parce les gens connaissent pas le concept. Et du coup, mais quoi, il va se positionner sur quoi cet annonceur? Ça lui sert pas à grand chose. Sur Facebook, c'est une réflexion quand même qui est très différente parce que en fait, déjà, tu es en compétition ouverte. Tu n'as pas, tu vois, il y a un nombre illimité d'annonceurs sur une audience donnée. Alors que en SEA, tu vas te positionner c'est que 4, 5, 6, 7 annonceurs qui vont se positionner sur un mot-clé. Donc déjà, par rapport au SEA, c'est une réflexion assez différente. Après, il y a la question de YouTube et du display, mais moi je dis un peu que c'est un peu comme le marchand de légumes qui va essayer de te vendre ses mauvais produits parce que tu t'es attiré avec les bons. Donc ce que je veux dire, c'est que et on peut prendre l'exemple de la colonne de droite sur Facebook. Demain, le fait que les annonceurs pouvaient choisir les placements et éliminer aussi, par exemple, la colonne de droite, ça a évité d'avoir des budgets qui étaient diffusés de façon incorrecte. Donc, sous couvert de dire j'élargis et donc je n'autorise moins de ciblage, moi le truc que je trouve paradoxal, c'est que c'est le ciblage qui donne de la valeur en fait aussi à la publicité. Donc j'ai un peu de mal avec l'idée que qu'on en sorte, et surtout bah en fait c'est de dire à demi-mot on va un peu discrètement vous refiler nos mauvais placements et vous y verrez un peu que du feu, quoi. Ouais, finalement, en fait, l'argument de Google, ça sera très simple. En fait, ils diront, bah, s'il y a plus de performance, vous allez plus mettre de budget chez nous. Donc, notre intérêt, c'est votre intérêt, et voilà. Ouais, et c'est là que la suite, en fait, c'est un peu aussi de comprendre ce qui va se passer dans tout ça. En fait, la question c'est pourquoi Google est confiant sur sa capacité à ce que ça fonctionne. La première raison, c'est le tracking des conversions et de l'attribution. Tu vois, si jamais ils sont aussi confiants, c'est qu'ils savent qu'ils ne ratent jamais un passage avant une conversion. Tu vois, donc c'est un peu, tu vois, c'est par exemple Criteo, ils ont fait, on peut dire du couponing publicitaire, quoi. Ils se sont juste placés en fin de parcours, et beaucoup d'annonceurs étant en last click. Ils se sont dit c'est génial la conversion de Criteo. Puis peu à peu ils ont commencé à comprendre, à dire non mais en fait en retargeting je vais tout, même si j'en fais pas, je vais quand même avoir des conversions qui auront de fait des gens parce que de fait des gens vont revenir sur le site. Donc en fait c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui que ce soit Google et Facebook, ils essayent de faire en sorte que le reporting passe par eux, que les attributions, les conversions passe par eux. Et en fait, moi, je trouve ça un peu délicat de se limiter à ça parce qu'en fait, déjà, c'est leur écosystème qui sont présents sur tous les sites. Et je donnais un exemple. En fait, si demain, imagine, on fait tu as du bouche à oreille, tu as besoin d'un outil de planning de projet, puis tu vas poser des questions et quelqu'un te recommande monday.com, tu vois, et du coup, cool, j'y vais, tu vois, tu vas dessus. Et puis en fait, 2 jours après, Google, comme a priori, monday.com aura le pixel de Google Analytics sur son site, de Google sur son site, derrière, ils savent que toi, tu as visité ça et que tu es intéressé potentiellement. Donc après, si tu fais une requête qui est un tant soit peu proche et qui montre ton intérêt, tu peux très bien avoir une pub de monday.com. Et là, si tu cliques, hop, il va venir se placer. Donc, je fais un peu parallèle avec le couponing qui est extrême, mais Google ne peut pas rater. Là où le bouche à oreille, la notoriété de marque, elle se fait mais complètement évincée par ça, quoi. Ouais, déjà Mathieu, merci parce que c'est super clair ce que tu nous évoques et on voit que c'est on va dire une aventure, une espèce d'histoire qu'on va continuer à surveiller de près. Maintenant que le grand contexte de l'évolution de Google est posé, est-ce que tu peux nous partager 2-3 points clés de quelques secrets pour des campagnes Google Ads bien gérées? Ouais, alors moi je pense que
un premier élément en fait sur la façon de travailler, c'est un peu genre, en mode loi de Pareto quoi. Tu te focuses sur ce qui a du volume. Tu vois, je regardais par exemple sur certains comptes que tu as juste 200 mots qui vont faire quasiment plus de 50% des conversions. Donc tu vois, le fait de se concentrer sur ce qui a le plus de volume, c'est ce qui fait qu'en fait le travail n'est pas si compliqué. Et c'est pour ça que moi je dis que les enchères manuelles, en vrai, si tu te concentres sur ton cœur, il n'est pas si difficile. Donc c'est d'avoir un peu cette approche loi de Pareto, je fais 80% rapidement et après c'est de l'affinage. Après et qui va un peu de pair avec ça, c'est une approche test and learn. C'est-à-dire que quand tu fais un changement, t'essayes de tout de suite regarder les résultats dessus. C'est-à-dire que tu fais une modif, derrière, tu vas voir l'impact. Alors là, je te parle vraiment pour des gros comptes. Et ça, l'approche test and learn, elle est conditionnée au fait de travailler un peu avec ce qu'on appelle la isopérimètre, c'est d'isoler au mieux les causes. Et c'est là que l'automatisation, en fait, elle rend les choses complexes, c'est que tu sais pas pourquoi, en fait, les choses se sont optimisées, pourquoi il y a pu y avoir une baisse. Tu vois, pendant tout de suite, les premiers jours qui ont suivi le coronavirus, les algorithmes, ils n'étaient absolument pas préparés. Et donc, en fait, tu te retrouves avec un flux d'événements extérieurs qui te rendent l'analyse du coup de la performance absolument impossible. Donc ça, c'est un peu une méthodologie qui est forcément très data-driven qu'il faut avoir. Après, pour moi, les campagnes, et je donne souvent, moi je donne des cours et l'approche, c'est un peu la métaphore des robinets et des baignoires. En fait, le SEA, c'est tu dois essayer d'obtenir, t'as des robinets qui tournent, donc faut bien comprendre les volumes et les prix. Et en fait, toi, tu dois remplir une baignoire de qualité, enfin avec dedans du liquide de qualité. Et en fait, toi, en tant que personne qui fait du SEA, tu dois être capable de gérer les robinets pour obtenir en fait l'eau de meilleure qualité. Et en fait, je dis ça parce que souvent le volume n'est pas du tout pris en compte dans les optimisations. Et en fait, si tu travailles, ça revient un peu sur le concept de la loi de Pareto que je disais au début, c'est que si tu travailles sur ce qui a le plus de volume, c'est là que tu peux faire le plus d'optimisation. Après, de façon vraiment très concrète, et là peut-être pour des plus petits annonceurs, moi un truc que je vois systématiquement, c'est sur les paramètres des campagnes, je vois beaucoup d'erreurs, et en fait c'est souvent de reprendre ça, comme par exemple les langues. En fait, très souvent on voit que des annonceurs vont cibler que le français, mais en fait de fait les termes de recherche étant en français et les mots-clés achetés en français, en fait on peut mettre l'anglais, le français, enfin toutes les langues, puisqu'il n'y a pas de raison de se priver en fait de ce trafic supplémentaire. Voilà. Écoute Mathieu, merci beaucoup pour ces explications. Où est-ce qu'on peut te suivre et est-ce que tu as de l'actu à partager ? Ouais, alors pour me suivre le mieux, c'est LinkedIn, où je poste régulièrement des choses. Et comme actualité, là, moi ça fait c'est ma 5e année là comme indépendant, et en fait j'envisage là maintenant de recruter une équipe d'experts en acquisition pour fournir en fait à mes clients actuels et à des futurs startups du conseil en acquisition digitale de haute qualité. Donc voilà. Écoute, on va suivre ton évolution les prochains mois. Merci beaucoup Mathieu. Merci Mathieu Banouz de nous avoir accompagnés. Et je vous dis à une prochaine fois. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banouz. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banouz.com, Banouz, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.